Le prix d'Île-de-France représente l'engagement des institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux qui œuvrent ensemble en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Un des axes de travail de ce prix porte sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Dans ce cadre, un cycle d'ateliers à destination des services de prévention et de santé au travail est proposé depuis le mois de mars 2021 et poursuit l'objectif de renforcer la connaissance de dispositifs favorisant le maintien dans l'emploi de salariés rencontrant des problématiques de santé et de favoriser ainsi leur niveau de mobilisation. Cette capsule fait suite à un atelier qui s'est tenu le 20 avril 2023, consacré à la compensation du handicap. Bonne écoute. Les préconisations d'aménagement de poste représentent en 2020 9% des visites réalisées par les médecins du travail et les avis d'inaptitude 2,5% de ces visites, soit près de 93 900 salariés. La prévention de la désinsertion professionnelle est un axe majeur de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. La loi a créé de nouveaux outils, une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle dans chaque service de prévention de santé au travail, le rendez-vous de liaison, la visite de mi-carrière. Elle a rénové les conditions d'accès à la visite de pré-reprise, de reprise, l'essai encadré, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, le projet de transition professionnelle. Enfin, la loi vise à l'amélioration des échanges entre les différents acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle, assurance maladie, services de prévention de santé au travail, acteurs du maintien et de la compensation du handicap. Avant d'aborder la notion de compensation des effets d'un handicap au travail, il est important de rappeler ce qu'est la notion de handicap au travail. Dans son travail, une personne peut se retrouver en incapacité ou en limitation d'agir du fait d'un problème de santé ou d'une déficience. Il y a alors inadéquation entre elle et son environnement de travail. Elle rencontre des contraintes que ne rencontrerait pas une personne valide dans un contexte identique. Elle se retrouve en situation de handicap au travail, ce qui constitue pour elle un désavantage. Alors, comment compenser ce désavantage et comment définir la compensation ? La loi handicap de février 2005 apporte un changement dans le regard sur le handicap qui devient une problématique sociétale. Cette loi affirme un droit à la compensation des conséquences du handicap qui constitue désormais un droit individuel. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Au sens général, compenser, c'est équilibrer un effet par un autre. En matière de handicap, qu'est-ce que cela désigne ? Puisque la situation de handicap constitue un désavantage, comment fait-on pour neutraliser ou réduire ce désavantage ? Eh bien, par la compensation. On va d'abord évaluer ta situation, puis on va chercher à apporter une réponse individualisée et adaptée afin de rendre la situation accessible à la personne. Ça peut être par des solutions techniques, organisationnelles, managériales ou par la formation. Cela se fera en concertation avec la personne handicapée, avec son environnement et avec son employeur pour co-construire la transformation de la situation de travail et faire en sorte que l'environnement devienne capacitant pour elle. À travers le principe de compensation, on agit dans une logique de traitement équitable et de construction de l'égalité des chances, l'idée étant d'atteindre l'inclusion. C'est ce que représente le dessin en 3 tableaux sur la diapo. Sur le premier tableau, les personnes sont certes traitées à égalité, mais les difficultés persistent. Sur le deuxième tableau, on met en place une technique qui pallie, certes, mais en partie seulement. Sur le troisième tableau, on agit sur l'environnement afin de rendre la situation accessible à tous de la même manière, selon un principe d'égalité de droit. La personne a alors la possibilité concrète de vivre comme les autres, avec sa ou ses différences. C'est le principe de l'inclusion. Avant d'aborder la notion de compensation des effets d'un handicap au travail, il est important de rappeler ce qu'est la notion de handicap au travail. Dans son travail, une personne peut se retrouver en incapacité ou en limitation d'agir du fait d'un problème de santé ou d'une déficience. Il y a alors inadéquation entre elle et son environnement de travail. Elle rencontre des contraintes que ne rencontrerait pas une personne valide dans un contexte identique. Elle se retrouve donc en situation de handicap au travail, ce qui constitue pour elle un désavantage. Alors, comment compenser ce désavantage et comment définir la compensation ? La loi handicap de février 2005 apporte un changement dans le regard sur le handicap qui devient une problématique sociétale. Cette loi affirme un droit à la compensation des conséquences du handicap qui constitue désormais un droit individuel. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Au sens général, compenser, c'est équilibrer un effet par un autre. En matière de handicap, qu'est-ce que cela désigne ?
Puisque la situation de handicap constitue un désavantage, comment fait-on pour neutraliser ou réduire ce désavantage? Eh bien, par la compensation. On va d'abord évaluer la situation, puis on va chercher à apporter une réponse individualisée et adaptée afin de rendre la situation accessible à la personne. Ça peut être par des solutions techniques, organisationnelles, managériales ou par la formation. Cela se fera en concertation avec la personne handicapée, avec son environnement et avec son employeur pour co-construire la transformation de la situation de travail et faire en sorte que l'environnement devienne capacitant pour elle. À travers le principe de compensation, on agit dans une logique de traitement équitable et de construction de l'égalité des chances, l'idée étant d'atteindre l'inclusion. C'est ce que représente le dessin en 3 tableaux sur la diapo. Sur le premier tableau, les personnes sont certes traitées à égalité, mais des difficultés persistent. Sur le deuxième tableau, on met en place une technique qui pallie, certes, mais en partie seulement. Sur le troisième tableau, on agit sur l'environnement afin de rendre la situation accessible à tous de la même manière, selon un principe d'égalité de droit. La personne a alors la possibilité concrète de vivre comme les autres, avec sa ou ses différences. C'est le principe de l'inclusion. Nous allons aborder le rôle des services de prévention et de santé au travail interentreprises en matière de compensation du handicap. Un élément incontournable, c'est aller observer et analyser la situation de travail. Donc il faut connaître avec précision les capacités mobilisables de la personne, c'est-à-dire identifier les capacités pour explorer les possibilités, et les incapacités aussi fonctionnelles, cognitives de la personne. Identifier les tâches et les opérations élémentaires du poste tenu par le salarié, posant de difficultés par rapport à sa problématique de santé ou de handicap. Repérer les facteurs et contraintes générant des difficultés dont chacune de ces tâches et ces opérations incriminées, avec une vision assez globale, poste, environnement de travail, collectif de travail, organisation de travail. Comprendre et s'interroger sur les possibilités de remettre en cause les process constatés, donc avec une certaine ouverture d'esprit, du management, de l'entreprise, du collectif de travail, et sortir de la logique unique, je dirais, des aménagements techniques et investiguer les autres aménagements possibles, organisationnels, environnementaux, le rythme, le temps du travail, le lieu du travail. Donc vraiment, tous ces éléments nous permettent aujourd'hui de répondre à cet impératif de compensation du handicap. On va arbitrer, on va prioriser plutôt, arbitrer et planifier la mise en place de ces dispositions. Les types de compensation sont multiples. On pense souvent aux aménagements matériels, mais il existe d'autres types d'aménagements, pour lesquels d'ailleurs OETH peut également apporter une aide financière. Pour rappel, l'association OETH, donc Association Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés, a bien différencié de l'OETH Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés, est l'association qui porte l'accord agréé du secteur sanitaire et social associatif depuis 1991. Il regroupe dans son périmètre l'ensemble des fédérations employeurs NEXEM, FEAP et Croix-Rouge française, c'est-à-dire conventions collectives 66 et 51, et bien sûr les organisations syndicales. Cela regroupe près de 4000 associations et notamment en Île-de-France près de 800 associations. Notre offre de service est délivrée sous 3 points. 1. L'accompagnement et le conseil. 2. Les aides financières. Et 3. Des solutions innovantes pour le secteur. Alors, je vais vous présenter justement une situation pour laquelle l'aménagement n'a pas été matériel. En l'occurrence, donc, il s'agit d'une AMP, une aide médico-psychologique, qui travaille dans un foyer de vie, qui a des restrictions à son poste de travail. Ces restrictions portent sur plusieurs tâches bien précises. La médecine du travail a effectué des préconisations, à savoir un accompagnement de Cap Emploi pour étudier l'organisation de travail et la possibilité de recourir à un doublon qui va intervenir sur les tâches que la salariée reconnue travailleur handicapé ne peut pas exercer. La solution a donc été l'embauche d'un salarié en appui sur ces tâches que la salariée ne peut pas réaliser seule, et ce pendant 6 mois. Cette aide humaine a été intégralement financée par OETH. Cap Emploi a ainsi pu accompagner la salariée et l'employeur sur l'organisation de travail et la recherche d'une solution adaptée, ainsi que l'employeur
pour le recrutement de l'aide humaine. OETH a ensuite été sollicité par l'employeur pour la prise en charge financière de l'aide humaine. À noter qu'OETH échange également avec les acteurs partenaires sur des situations de salariés reconnus travailleurs handicapés, comme le Cap emploi, mais aussi, à ne pas oublier, le SPST. Je vais vous présenter la situation de Monsieur L, agent administratif en arrêt depuis 1 an. La situation nous est relayée par le médecin du travail pour aménager le poste suite à des troubles visuels. Dans un premier temps, nous réalisons une analyse de la situation. Nous échangeons avec le salarié, le médecin, l'employeur sur les difficultés et besoins de chacun. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de la situation. Nous mobilisons une prestation d'appui spécifique avec CESIA, partenaire spécialisé sur le handicap visuel, pour évaluer les freins et les limites visuelles du salarié. Dans un second temps, nous avons mobilisé une étude de poste pour identifier les moyens de compensation à mettre en œuvre. Suite à l'analyse globale réalisée, plusieurs compensations ont été mises en œuvre, de la compensation technique qui va être plutôt matérielle, de la compensation organisationnelle avec une reprise en mi-temps thérapeutique, de la compensation d'accompagnement spécifique par l'assistante sociale et le Cap emploi, de la compensation financière avec un complément de revenu. C'est un accompagnement qui a été réalisé entièrement durant l'arrêt de travail du salarié. Tous les moyens de compensation ont été mis en œuvre en amont de sa reprise. Bonjour, je suis conseillère au Cap emploi 78 et je vous présente la situation d'un technicien de maintenance informatique qui travaille depuis 20 ans dans une administration de la fonction publique d'État. C'est un agent qui assure un premier niveau de maintenance informatique avec 3 autres techniciens sur 11 sites déconcentrés, ce qui représente environ 400 ordinateurs maintenus. Monsieur est né malentendant avec une perte d'audition évolutive. Il est équipé d'appareillage auditif, mais doit s'appuyer en complément sur la lecture labiale. Il oralise bien, pratique la langue des signes française. Ainsi, il peut, dans certaines situations, échanger de manière très fluide, ce qui peut rendre son handicap invisible. Sa situation m'a été signalée par l'assistante sociale de l'administration. Monsieur lui a fait part d'une grande fatigabilité liée à l'évolution de son handicap. Suite à ce signalement, il a revu son médecin du travail qui a confirmé le besoin d'aménagement. Je suis alors intervenue sur site pour rencontrer monsieur, sa responsable, ainsi que la référente handicap interne. Les principales difficultés évoquées sont les échanges téléphoniques qui sont impossibles pour lui, ainsi que les échanges en réunion. Il évoque de plus en plus s'exclure des échanges informels et m'informe qu'un déménagement est programmé dans l'année. Nous avons décidé tous ensemble, comme plan d'action, de faire intervenir une spécialiste en surdité dans le cadre du marché des passes financé par le FIPHFP, afin de lui faire tester des solutions de compensation. Celle qui lui convient le mieux est le recours à un service de retranscription et de traduction en LSF pour les réunions ou les échanges téléphoniques. Une sensibilisation auprès du collectif de travail a été mise en place. Enfin, il a été préconisé qu'il garde un bureau seul dans le cadre du déménagement pour éviter des troubles de la concentration. Une veille après aménagement a été réalisée par son médecin du travail et par Cap emploi. Les partenaires du Prix Île-de-France remercient l'ensemble des intervenants de cet atelier. Laurence Renaudy et Thérèse Rossi de la Driette Île-de-France, Amandine Munier et Christine Calvigno de l'OETH, Francine Gérard et Frédéric Le Provost de la GFIP, Mounir Guedban du SIAMT, Agathe Durand et Mélanie Valette-Lheureux des Cap emploi de l'Essonne et des Yvelines. Et bien sûr, merci à tous les participants de cet atelier.